Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 3 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. Nous sommes à la mi-février, la NBA continue d'offrir son lot de surprises avec des Pistons tombant 1 à 1 les favoris au titre, des Knicks qui s'accrochent au rêve de playoff et des Mavericks en difficulté. Heureusement, on peut compter sur les Hawks et, après quelques sueurs froides, les Kings pour continuer d'indiquer le Nord dans cette ligue qui ne tourne pas rond. Tournez la page, c'est ce que celui qui m'accompagne ce soir a fait lorsqu'il a décidé de brûler ses caleçons uncut suite à la mort médiatique de son duc. Nas est avec nous. Putain, t'es trop chaud. Elle est incroyable, une référée ever, je crois. Je dis ça à chaque fois en plus. Salut Clem, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour ce podcast qui va s'intituler, voilà, en préambule, je pense que vous l'avez déjà vu, qui parlera plutôt de la blessure d'Anthony Davis. On aurait aimé avoir, on va dire, une autre colonne vertébrale. On en parlera un petit peu plus tard, mais faut ce qu'il faut. Les affaires sont les affaires. On remet un peu dans le contexte, Nas, puisque depuis le dernier podcast, les Lakers ont joué 11 matchs. Yes. 11 matchs joués avec des victoires étriquées, en concédant parfois des prolongations contre des équipes plutôt modestes, mais au final, le bilan comptable est bon avec un 8-3, oui. Avec seulement des défaites à l'extérieur face aux Sixers, aux Pistons et plus récemment aux Nuggets. Une forme pas terrible, un fond finalement qu'on accepte, quoi, finalement. C'est ça. C'est carré. Ouais. L'efficacité défensive a baissé. On est toujours le premier defensive rating de la ligue, mais on défend moins bien, c'est étonnant. Et l'attaque, par contre, a vécu un véritable drop, puisqu'on est passé à la 22e attaque sur les 11 derniers matchs. Putain. Voilà, en lien avec une adresse en berne, vous le remarquerez, avec KCP et Caruso qui ne rentrent plus un tir. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Mais le bateau continue à flotter, puisque le capitaine LeBron est accroché à la barre et continue d'assumer un peu plus son statut de MVP. Pardon. On va tout de suite passer sur le gros point nord de cette série, Nas, puisque c'est l'absence prolongée d'Anthony Davis qui a été annoncée hier soir pour une blessure au pied. Donc on revient sur ça. C'est ça. Ça a été d'abord diagnostiqué en amont du match face à OKC. On parlait de tendinite achilléenne. Ça a entraîné son absence pendant 2 matchs, donc lors des 2 matchs face à OKC. Et après 2 rencontres, ça s'est aggravé lors du match face à Denver. AD a passé une IRM qui a révélé une élongation du mollet, qui est en lien avec sa tendinite chronique au niveau du tendon d'Achille. Donc pas de rupture, ceci dit. C'est ça. On se rassurera en disant qu'il n'y a pas de rupture, et il a été arrêté à temps, en fait, finalement. Donc, est à réévaluer. Ça se discute, clairement. Ouais. On va en reparler. On aurait pu peut-être l'arrêter avant, mais déjà, j'ai envie de dire que s'il est revenu sur le terrain, c'est que lui se sentait bien, et ça s'est vu dès le premier match de son retour. Il était plutôt en jambes. Contre les Grizzlies, il avait été bon. C'est ça. Contre les Grizzlies, contre les Grizzlies, ouais. Le souci, c'est que visiblement, c'était trop tôt, puisqu'en fait, il a essayé de prendre de vitesse Nikola Jokic. C'est très compliqué dans un monde de base. C'est ça. Et du coup, blessure, il rentre ses 2 lancers francs, il part à retrouver l'infirmerie. La grosse frayeur, quand même. Oui, c'est ça. En direct, je commence à avoir des surprises. C'était toi qui l'as cuté et qui a fait d'ailleurs quasi tous les derniers matchs. Grosse frayeur. Tu te dis putain de merde. Cette blessure, elle est pas jolie. Le fait qu'il essaye de bouger sa jambe, sachant que tu sais ce qui lui arrive à son tendon, etc. Tu as un petit peu peur. Ceci dit, il marche toujours très bien, même si voilà, il a l'air d'avoir un peu mal. Donc sur le coup, franchement, tu penses quand même plus à l'inflammation que réellement à une rupture du tendon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, d'entrée, dès le contact, il se massait le tendon d'Achille. Donc ce qui a été rassurant, c'est comme tu l'as dit, l'IRM a confirmé qu'il n'y avait pas de rupture. C'est une bonne nouvelle. Donc une élongation du mollet, ce qui est logique puisqu'en fait c'est relié au calcanéum, l'os du pied, par le tendon d'Achille. Donc c'est en lien. Absolument. Et voilà. Donc pour le moment, on a du repos et des soins pendant au moins 2 à 3 semaines. Il sera réévalué à cette date-là. Je pense que ce sera peut-être un peu plus long. Juste pour la petite histoire, je crois qu'il va être réévalué quand on aura après notre match qui va arriver cette nuit au Target Center à Minneapolis. J'ai cru lire, j'en suis quasi sûr, qu'il va être réévalué une seconde fois à son retour à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Il a fait l'IRM puisque on est passé de Denver à Mini, et puis une fois à Los Angeles. Là, il continue le road trip et il se refera évaluer en revenant à Los Angeles. Je pense qu'on aura plus de précision encore à ce moment-là. C'est ça. Donc, grosso modo, pour le moment, on peut dire qu'AD est out à 100% jusqu'au All-Star Game. Enfin, potentiel All-Star Game. Oui. C'est toujours pas si LeBron va mener une fronde pour boycotter. Et se pose quelques petits soucis, puisqu'on a eu un bref échantillon de la défense sans AD, Nas.
Ça n'a pas été la grande gloire. Hein. Non, donc la défense a été logiquement handicapée par son absence, puisqu'en fait. Oui, après voilà, il faut replacer juste dans leur contexte. On va évidemment déchirer certains joueurs là tout de suite. Ceci dit, faut être aussi réaliste. Quand tu perds un candidat au Deepoy, ta défense va forcément être impactée, encore plus quand c'est le meilleur big man défensif de la ligue. Ta défense va être encore plus impactée. Donc voilà, il faut toujours relativiser un peu les choses et te dire que. Et je pense que cette période d'absence d'AD, elle va être aussi intéressante pour beaucoup de Lakers fans ou pas que des Lakers fans d'ailleurs, qui négligeaient AD et qui se rendaient pas compte de son importance finalement pour la défense des Lakers. Parce que AD a pas mal été décrié là cette saison parce que voilà, il scorait pas, il mettait pas les 35 points par match comme un Stephen Curry, comme un Harden, non, ou plutôt Kyrie peut-être, ou KD, peu importe. Il scorait moins que d'habitude, ça se voyait qu'il était aussi un petit peu moins à l'aise, moins en face sur ses lancers francs aussi. Moi, je le trouvais toujours très très bon dans le jeu offensif, jump shot toujours aussi intéressant à mi-distance, post-hook, post-fade toujours intéressant, mais peu importe. AD se faisait pas mal décrier, moi je le voyais dans les mentions du compte régulièrement, mais AD ceci, mais AD cela. Nous on essayait un petit peu de limiter la casse et de dire mais AD il est peut-être un peu moins performant au niveau du scoring, mais vous vous rendez pas compte l'upgrade en défense par rapport, je trouve, même à la saison dernière, où je le trouve encore même plus impactant la saison dernière. Et je crois que d'ailleurs, alors même alors même qu'il est limité physiquement. Hein. On sait qu'il a des pépins physiques depuis les playoffs derniers. Absolument. Il n'a pas pu soigner parce que l'intersaison a été courte, ça on l'a déjà dit. Mais voilà, toujours aussi satisfaisant, voire plus que satisfaisant en défense, quoi. En défense, c'était impressionnant. Et juste pour finir rapidement sur ce que je disais, je pense que ces quelques semaines à venir là, elles vont permettre à beaucoup de commencer à arrêter de négliger AD. Et vous allez voir ce que c'est qu'une défense sans Anthony Davis. Et vous allez voir que c'est moche. On l'a déjà vu face à OKC. Ça n'a pas été la grande folie. On a eu des échantillons de Marc Gasol face à des intérieurs, on va dire, un petit peu offensifs, un petit peu beaucoup offensifs même. Dans le cas de Valanciunas, je pense qu'on devrait faire un petit point là-dessus un peu plus tard. Ça va pas être beau, quoi. Ça va pas être beau. Enfin, je pense personnellement, hein, après je peux très bien me tromper. Surtout qu'en plus on affronte quand même des matchs. On va avoir des matchs avec une vraie menace intérieure ou en tout cas une vraie menace aussi extérieure où il faudra forcément avoir de la bonne compensation à l'intérieur. Ce que AD apporte et ce que personne d'autre dans ce roster apporte. Donc, à voir. Excuse-moi Clément, je te laisse reprendre. Déjà, on va partir de à quoi servait AD dans l'effectif. Ouais. Et c'est vrai que défensivement, ça permet justement de couvrir Marc Gasol et Montrezl Harrell. Sur une défense, sur le pick and roll, on en a déjà parlé, Vogel a mis une nouvelle défense sur pick and roll en place, un peu plus agressive, et le souci c'est que sur pick and roll, une fois que le ballon est arrivé dans la main du roller, ça devient beaucoup plus compliqué et tu as besoin d'aide. Et c'était là qu'Eddie intervenait, notamment en deuxième lame, et il venait un peu rattraper quand Gasol était pris de vitesse, donc, à savoir souvent. Ouais, il mettait son corps en opposition au moins, il bloquait le drive et il forçait le big soit à rater, soit à mettre dedans si vraiment il est bon, ou à kicker, quoi. Et de là tout de suite, déjà tu rajoutes c'est un vrai rideau défensif ultra impressionnant, mais surtout ultra efficace et ultra important, quoi, pour les Lakers. C'est ça. Et c'est ce qui permettait aussi à Harrell d'avoir un rôle similaire à AD, mais avec AD qui défend au large, si tu veux. Donc Harrell n'était pas, comme aux Clippers, et comme il s'était déjà fait déchirer pendant les playoffs, n'était pas la structure principale en défense, si tu veux. C'était pas le rim protecteur unique de cette équipe, il venait plutôt en aide, et c'est vrai qu'on le voit parfois Harrell venir en aide du côté opposé, venir mettre des contres et venir gêner le tir, ce qui est bien. Oui. Le souci, c'est qu'on l'a déjà vu en début de saison, une fois qu'il est aligné avec des 4 au profil un peu plus fuyant comme Kuzma et Morris, malgré toute leur qualité, mais ça devient compliqué puisqu'en fait, eux n'ont pas la capacité à venir aider Harrell et à venir mettre des contres en second rideau, même si Kuzma essaye tant bien que mal. Il essaie tant bien que mal, mais il n'a pas la taille, il n'a pas la musculature non plus, il n'a pas l'envergure, il n'a pas le coffre, tu vois. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'on lui demande, hein, en réalité. C'est vrai que nous, de notre côté, moi je pense qu'on peut aussi en parler, Clément. Tu parlais de Harrell, moi je pense qu'il faut aussi qu'on parle de Gasol parce que finalement c'est quand même notre 5 titulaire, mine de rien, même s'il joue pas 40 minutes par match. Peut-être, je dis bien peut-être, je rigole, mais on a peut-être un petit peu, on l'a peut-être vu trop beau, Gasol, en défense.
pas forcément sur la technicité défensive, parce qu'on sait qu'il l'a, mais sur vraiment le fait qu'il soit pas trop vieux, trop largué sur certains match-ups, quoi. Ça veut pas dire qu'en ayant gardé McGee ou en ayant gardé Howard, on aurait été en sécurité maximale, même sans AD, là pendant 2-3 semaines. Moi, je le pense pas d'ailleurs à titre personnel, mais on va quand même mettre en difficulté sur cette raquette où on n'aura que Gasol finalement qui sera un véritable intérieur un peu défensif, mais qui est très lent et qui est très facilement prenable par des adversaires qui ont soit un meneur très rapide qui peut facilement tirer en sortie de dribble, et là on va en avoir dans les matchs qui arrivent, on va jouer Lillard, on va jouer Curry. Donc là, quand tu as un Gasol qui est très très lent sur pick and roll, ou même un Harrell en pick and roll, c'est pas très rapide sur de la défense en pick and roll, et ben là on va souffrir, quoi. On va se faire marteler par les meneurs les meneurs qui sont capables de demander un écran et de shooter off the screen super rapidement, quoi. Donc je sais pas, j'ai un peu peur, je t'avoue, Clem. Mais disons que si on veut avoir quand même des espoirs de bonne défense, ça va reposer encore plus sur notre ligne extérieure. Oui. On le sait, on a des défenseurs extérieurs. C'est vrai que Caruso a lui aussi manqué des matchs et ça s'est vu. Mais on a de bons défenseurs extérieurs. Et le souci, c'est que là, ils vont être vraiment très sollicités et qu'il n'y aura pas AD pour attraper. Mais justement, si tu manges un peu trop sur une fin de shoot ou si tu te fais manger sur le premier pas, il n'y aura pas AD pour venir couvrir derrière et empêcher des accès au cercle. Parce que ce qu'il y avait d'intéressant avec AD quand il défendait sur pick and roll, c'est que AD a une rapidité et une mobilité tellement impressionnante pour sa taille et pour son poids qu'il pouvait contester le tir, que ce soit que ce soit le tir du rollman ou même le tir d'un meneur qui veut prendre son shoot direct en sortie d'écran. Et parce qu'il avait l'envergure pour, et il pouvait sortir à l'extérieur, quoi. Le problème, c'est que c'est littéralement le seul dans ce roster qui est capable de le faire. Notre seul intérieur. Il nous reste Gasol, Harrell et dans une certaine mesure, on va dire Morris, mais on va pas parler de Dudley. Mais ces mecs-là ne savent pas le faire, quoi. Donc effectivement, là on va ressentir vraiment le AD, le manque d'AD et alors de deux choses l'une. Soit LeBron va s'arracher et sortir des matchs à 40 points, 10 passes, 15 rebonds et une grosse présence défensive pour nous permettre de gagner quelques belles wins. Je pense qu'il y a des matchs qui sont facilement prenables, même sans Anthony Davis, évidemment, dans ceux qui vont arriver. On en reparlera un peu plus tard, mais pour les matchs un peu compliqués, on va avoir besoin d'un LeBron vraiment taille MVP++ pour pouvoir gagner, quoi. Oui, c'est ça. C'est que le souci défensivement, AD va être blessé et ce qui va certainement se produire, comme ça a été déjà mis en place face à OKC, c'est Markieff Morris qui n'était plus dans la rotation, qui va être balancé titulaire. Markieff Morris qui est toujours qui est nul, qui est catastrophique. Qui est nul. Non, mais disons la vérité. C'est ça. Espérons qu'il se réveille au bout d'un moment. Mais le souci, c'est que lui ne peut pas occuper ce rôle d'AD. Il a déjà du mal à occuper le sien. Il ne pourra pas occuper ce rôle de défenseur sur le défenseur athlétique, si tu veux. Mais d'ailleurs, la saison dernière, excuse-moi, je te coupe, après je te laisse finir. Ouais. La saison dernière, on s'était figuré qu'on avait recruté Markieff Morris et qu'il allait nous permettre de résoudre justement ces problèmes de défense, on va dire intérieur/extérieur, tu vois. Donc en gros, un 3-4 qui est capable de défendre à l'extérieur et capable de défendre à l'intérieur. Et finalement, il a servi en playoff ni à l'un ni à l'autre, tu vois. Donc j'ai du mal à m'imaginer qu'il va être aujourd'hui la solution. Le facteur X de retour après la blessure d'Anthony Davis, quoi. Non, la seule solution, c'est que, tu l'as dit, c'est que LeBron, à 36 ans, se décide de continuer et défendre les 4, quoi. Ouais, mais tu vois, ça, ou que Kuzma sorte masterclass sur masterclass d'un point de vue défensif, tu vois. Ouais, mais étant donné que lui est beaucoup plus cantonné à un rôle d'extérieur maintenant, dans son utilisation, que ce soit en attaque ou en défense, c'est vrai que le refaire passer sur des 4, ça m'étonnerait un peu, mais on verra. Vogel peut toujours tenter ce coup de poker, excuse-moi. Vogel peut toujours tenter ce coup de poker en mode Kuzma, parce qu'il dégage quand même une belle énergie, tu vois, depuis un paquet de matchs, tant en attaque qu'en défense, tant sur le rebond offensif en attaque qu'en défense sur les blocs, etc. Et je voyais des tweets un peu marrants où ça comparait Kuzma à Rodman, ce qui n'est des comparaisons totalement foireuses, hein. Mais dans l'énergie, en tout cas, d'un peu de chien, un peu qu'à la dalle, etc. On a vu ça chez Kuzma et ça pouvait être sympa. Kuzma, de temps en temps, est capable de créer des stops, hein. En réalité, on le voit là cette saison, il est capable de temps en temps de créer des stops. Pas toujours, mais de temps en temps, il est capable.
peut-être qu'il pourra en créer quelques-uns en l'absence d'AD, mais il pourra clairement pas remplacer AD. En fait, en réalité, dans cette équipe, AD est irremplaçable pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ouais. Et donc la deuxième solution, comme tu l'as dit, Nas, c'est qu'il y a un gros step-up au niveau de l'attaque. Et le souci, c'est que ça tombe pile au moment où les Lakers sont en baisse de régime offensivement, avec un jeu qui se sclérose un petit peu. Oui. On avait vu des promesses, et on va y revenir puisque tu as parlé de Gasol en défense, mais on va parler aussi de Gasol en attaque. On avait vu des promesses en pré-saison et en début de saison où Gasol était impliqué au scoring et pas au scoring mais au playmaking. Au playmaking surtout. Et là, il n'a quasiment plus rien. Tu le vois passer, il sert LeBron sur 1 voire 2 cuts par match. Et c'est sympa, mais on en demande plus. Et c'est vrai qu'une fois qu'il a la balle post-haut et qu'il peut créer, on sait qu'il est capable de le faire et on sait qu'il est capable de générer du mouvement autour de lui. C'est assez surprenant qu'on ne le voit pas plus. On ne l'ait pas plus vu, par exemple, face au KC. Ouais, mais ça, tu vois, Clem, je pense que c'est aussi en partie dû au fait qu'on se tape pas mal de Dennis Schroeder, hero ball, qui foire totalement aussi sur ces derniers matchs aussi, tu vois. Il y a beaucoup de possessions où c'est Dennis Schroeder qui essaie de se dépatouiller avec la balle un peu comme il peut et qui sort un drive foireux ou un kick foireux, alors que... Je vois l'image face à Denver où il attaque sur, je crois qu'il attaque sur 3 joueurs. En fait, il a parfaitement attiré l'aide. Il a juste à servir son intérieur qui coupe vers le cercle et non, il te tente l'œil. C'est ça. Et tu vois, je pense que aussi l'implication de Gasol, elle est aussi un peu proportionnelle à celle de Schroeder. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de partager le playmaking entre Marc Gasol, LeBron James et Dennis Schroeder. À un moment donné, s'il y en a deux qui monopolisent beaucoup la gonfle, donc là en l'occurrence c'est Schroeder et LeBron, Gasol va forcément moins la toucher. Le problème qui induit dans tout ça, c'est que Gasol, à 3 points, j'ai pas vu son pourcentage sur la saison, mais je crois que c'est pas terrible. C'est pas ouf. J'ai celui sur les 11 derniers matchs, si tu veux. C'est 28%. Bon, voilà, 28%, c'était un peu ce que je m'imaginais, donc c'est nul à chier. Le problème, c'est que voilà, Gasol, quand tu as Dennis Schroeder et LeBron qui monopolisent le playmaking, Gasol en attaque, il sert à rien. Faut appeler un chat un chat. Hein. Gasol ne sert à rien. Parce qu'il va étirer le jeu, mais tu vois que ça sert à rien parce qu'il tourne à 28% à 3 points. Donc t'as pas forcément. C'est un mauvais tir, hein, finalement, de la donner à Gasol en tête de raquette wide open, puisqu'il les rate. Et derrière, tu vas pas commencer à lancer des Gasol en isolation ou en isolation au poste, alors que tu as LeBron, Schroeder, KCP et compagnie sur le parquet, quoi. Donc finalement, Gasol devient inutile en attaque. Et en défense, le problème, et là, moi, j'aimerais qu'on en parle vraiment, parce qu'il y a un tabou, il faut qu'on tranche là-dessus. Je ne me remets pas de ce premier carton de Marc Gasol face à Valanciunas contre les Memphis Grizzlies. Je ne m'en remets pas, vraiment. J'ai bien fait de pas me lever, quoi. Ah ouais, franchement, c'est pas pro. C'est pas pro. Quand on se prend le run là, de 22-2 ou 22-4, je sais plus combien on se prend au tout début, Gasol se fait littéralement ouvrir par Valanciunas. Et même AD, avec toute l'aide défensive qu'il peut apporter sur un Marc Gasol, à un moment donné, AD ne peut pas tenir tout le monde. Et là, la menace, c'était Valanciunas. Peut-être que l'erreur de Vogel, ça a été de pas prendre rapidement de temps mort et de dire AD, tu vas défendre sur Valanciunas et point barre, on va te mettre en ISO, tant pis si c'est compliqué. Mais Marc Gasol se faisait ouvrir, que ce soit sous le cercle. Il suffisait que Valanciunas étire un petit peu et Gasol là il était perdu, il savait plus où aller, ça créait des espaces de dingue. Valanciunas servait super facilement Dillon Brooks par exemple. À un moment donné, Valanciunas, je crois qu'il plante un 3 points aussi. Marc Gasol est en retard. Il est en retard sur tout. À toutes les possessions, il est en retard. Donc, à un moment donné, nous effectivement, on l'a défendu. On l'a dit à juste titre, finalement, qu'il était quand même un bon défenseur. Parce que statistiquement, il l'est. Et puis, même, il a un QI défensif et offensif qui est. Non, mais il y a un drop sévère, que ce soit de lui ou d'autres joueurs. Hein, on va y revenir un petit peu plus tard dans un c'est truc. Vrai. C'est vrai que Marc Gasol n'est pas le seul fautif en réalité. Non, mais pour parler de Marc Gasol, c'était un joueur qui était satisfaisant de mon point de vue en défense sur le début de la saison et malheureusement sur les 11 derniers matchs qu'on a ciblés puisque c'était le dernier podcast juste avant, c'est plus tout le cas et il s'est fait exploser mais par tout le monde, et exploser. Ouais. C'est ouais. Bah oui et tu vois donc il y a eu le match des Grizzlies que j'ai vu en différé, mais tu vois il n'y a pas eu celui-ci en réalité. Je pensais à merde, putain, quel match je pensais. Ouais, Plumlee s'est amusé avec Marc Gasol, c'est quand même dramatique, franchement.
c'est quand même dramatique, tu vois. Donc ouais, il y a eu des passages un peu vraiment bizarres. Aussi le match contre Philly, excuse-moi, on nous a vendu Marc Gasol comme étant le Embiid stopper et le machin, il s'est fait ouvrir par Embiid. Donc tu vois, c'était bien gentil. Enfin, la love story Marc Gasol, elle était bien sympa. Mais je pense que là, en fait, là, c'est simple. Là, ces prochains matchs, là, ces 9 prochains matchs vont être le révélateur sur est-ce que Marc Gasol va être un joueur qui va peser sur les Lakers, arriver en playoff ou pas. Est-ce qu'on pourra compter sur lui pour les playoffs ou est-ce qu'il faudra vraiment commencer à se dire buy out, trouvez-moi un big man, n'importe lequel, sauf Blake Griffin, et on le prend, tu vois. Donc, bref, voilà. Non, mais pour en revenir juste vite fait sur les playoffs, si Marc Gasol maintient un niveau qu'il avait si Marc Gasol maintient les qualités qu'on espérait voir en lui, c'est à savoir un joueur capable de défendre le poste bas. On l'a vu que face à Jokic et face à Embiid, ça n'a pas du tout été le cas sur cette série. Est-ce que ça sera en playoff? On verra. Mais on sait très bien que les Lakers l'année dernière ont joué quasiment, mais on a joué quoi? On a joué 20 matchs, 21 matchs de playoff. On a joué majoritairement avec KD en 5 et quand il sortait, c'était Markieff Morris qui jouait 5. Oui, complètement. On a eu juste Dwight sur la série face à Jokic, le reste est du AD en 5, quoi. Dans ce sens, je veux dire qu'on sait très bien que c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir de pivot protecteur. Tout le monde pointe du doigt en disant on aurait dû garder Maggie, on aurait dû garder Howard. Enfin, j'en reviens toujours à. C'est ça. Les deux n'ont pas joué en playoff. L'année dernière, on était une moins bonne défense encore aujourd'hui statistiquement. C'est aussi sympa de mettre des contrats en second rideau. C'est ce qui manque un peu dans ce roster. On le dit. C'est un petit peu d'énergie, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais je veux dire, on n'était pas une meilleure défense qu'aujourd'hui. Hein. Non. Et la défense, elle s'est basée l'année dernière en playoff parce que justement, Eddie était en 5 et on avait des joueurs capables de switcher sur tout le monde. On avait Caruso qui pouvait faire des efforts en sortie de banc. On avait même Rondo qui s'était réveillé. J'en parle beaucoup, Rondo, quand même. À chaque podcast, on parle de lui. Le retour. Mon tirage. C'est ça. Non, tout ça pour dire que en soi, que Gasol soit mauvais, c'est pas rédhibitoire pour la saison des Lakers. C'est certes chiant parce que c'est pas flashy et en plus, c'est difficile de trouver un impact quand offensivement, au shoot, il est pas bon. On l'implique pas dans la création et en défensivement, mais il a du mal face à toutes sortes d'intérieurs. Ça, j'entends. Puis là, franchement, il faut dire la vérité, il a aussi des box scores qui font pas bander, tu vois. Quand Marc Gasol, tu t'enchaînes 5 matchs et tu vois 3 rebonds, 2 passes, 1 point, c'est sûr que ça casse le moral. Mais en tant que il fait son petit contre quand même. Ouais, effectivement, il fait son petit contre. Mais tu vois, voilà, il a des box scores aussi qui font pas rêver. Et je pense que les gens, malgré tout, moi personnellement, j'y prête pas trop attention, mais je pense que les gens, malgré tout, ça les impacte pour la plupart. Ils se disent, putain, mais en fait, ce mec, il sert à rien. Il sert à rien, tu vois. Ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai. D'ailleurs, il y a un aspect, je pense qu'il faut qu'on discute, parce qu'on parlait tout à l'heure d'AD, de son absence, et finalement, on n'a pas vraiment donné de clés sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter la casse. En réalité, il n'y en a pas beaucoup, des clés. Mais il y en a une, moi, que je vois, et que d'ailleurs, on n'a pas évoqué quand on parlait des playoffs à l'instant, c'est la défense en zone. La défense en zone de Vogel, qui est plutôt pas mal. Peut-être que tu as envie d'en parler, Clément. Non, vas-y, je te laisse l'honneur. Concrètement, on a eu des très très bons. Je sais pas pour toi, Clem, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai gardé de très bons souvenirs de passage de zone par les Lakers. Alors, on ne se tapait pas des matchs de 48 minutes en zone, c'était souvent de l'individuel, puis du switch en zone sur, on va dire, 6-7 possessions, et puis on revenait sur de l'indiv, et puis on repartait sur de la zone, etc. Mais n'empêche que cette zone-là, elle avait permis de déstabiliser pas mal d'équipes, parce que de la zone avec du trap, typiquement, ça peut être donc du trap du double team pour être un peu plus explicite, de la zone plus du trap, ça peut être une solution pour arriver à gagner du temps entre guillemets sur cette blessure d'Eddie, sur certaines confrontations, tu vois. Je pense que c'est ce que Vogel va essayer de mettre en place le plus possible, et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que Caruso, nos défenseurs extérieurs vont être très sollicités. À mon avis, il va y avoir du trap qui va être mis en place et de la zone évidemment, pour essayer de couvrir cette absence d'Anthony Davis, notamment sur des joueurs compliqués individuellement à tenir, comme Lillard, comme Curry, comme du coup Harden, Kyrie et KD, puisqu'on va se les manger de plein fouet assez rapidement. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, grosso modo. Non, si ce n'est que la zone, on la voit quand même
ponctuellement sur certains matchs. C'est vrai que c'est sur les courtes séquences, mais on a toujours cette idée que Vogel adapte quand même sa défense relativement bien avec ce qu'il a en fait en main, quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette absence d'AD, sur ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut voir, ce qu'on peut espérer, tu en as parlé tout à l'heure, un step-up de Kuzma ou... Ouais, j'en parlais tout à l'heure, effectivement. Alors, moi, honnêtement, si Kuzma joue cette série sans AD avec la même énergie et tout que sur les matchs précédents, moi, je serais content. Et pour être franc avec toi et avec tout le monde, j'en parlais un peu en mention tout à l'heure quand je répondais à une personne. Je commence un petit peu à relativiser sur Kuzma et à me dire qu'il commence vraiment à trouver sa place dans cet effectif et surtout dans ce système tactique plutôt et que moi à titre personnel je commence à être de plus en plus satisfait de ce que je vois de Kyle Kuzma sur un parquet NBA. Le step-up de Kuzma peut-être, ça peut aussi peut-être passer par un step-up de THT éventuellement aussi. Puisque même s'il n'a pas la taille d'Anthony Davis de loin pour pouvoir remplacer AD sur du poste 4 ou du poste 5, ça pourrait être intéressant d'avoir son envergure au moins sur du poste 2-3 sur de la défense extérieure pour pouvoir peut-être justement libérer Kuzma pour un peu de défense intérieure par exemple. Je sais pas, c'est une rotation, je sais pas, c'est des idées comme ça qui me viennent. Je réfléchis à voix haute, entre guillemets. Mais ce sera certainement le cas, puisque on en a parlé, Markieff Morris n'est pas au rendez-vous pour le moment. Ouais. Et s'il se fait trop déchirer, tu vas ouvrir ton banc, et ça va être Matthews et Talen Horton-Tucker qui vont devoir défendre sur des 2, des 3, et justement décaler soit LeBron, soit Kuzma en 4. On a déjà vu que Matthews était bien meilleur pour défendre sur des ailiers dominants que sur des porteurs de balles. Ça c'est encore vérifié. C'est ça, ça c'est encore vérifié, et ça c'est plus un rôle pour Dennis Schroeder ou pour Alex Caruso si on lui donne. Mais Matthews a été déjà catalogué, si vous voulez, l'année dernière comme wingstopper, et c'est toujours le cas. C'est toujours là où il perfectionne, même s'il est relativement plus petit qu'un ailier, il compense avec ses compétences physiques, quoi. Physique complètement. Bon, par contre, on garantirait un disclaimer, on garantirait quand il va tomber face à KD. Oui, on n'est pas en train de dire que Wesley Matthews va éteindre KD, et je pense pas que ce sera le cas, mais d'ailleurs Wesley Matthews qui va connaître qui aura probablement, je pense, plus de minutes, et puis ce sera peut-être pas plus mal quand on parlait tout à l'heure justement d'adresse, puisque Wes Matthews, lui, tu vois, il est régulier, il continue peut-être plutôt sur des bons standards à 3 points, et c'est ce dont on a cruellement besoin en ce moment aussi. Offensivement, il ne fait rien d'autre que de rentrer des 3 points et ça convient. C'est 37%, c'est parfait. Il nous a sauvé 38% même. 38% il nous a sorti de belles situations là dernièrement. Lui aussi qui était disparu de la rotation. Pour en revenir à Eddie, Nas, donc on en a parlé brièvement sur le compte. On a déjà dit que le plus important c'était d'avoir une chance pour le back-to-back. On va se montrer modeste. Alors qu'il y a des séries, il y a des matchs qui s'annoncent là face à des adversaires coriaces, on aurait bien aimé le voir les affronter. Est-ce que toi tu es plutôt inquiet pour la suite de la saison? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que tu aurais aimé qu'on le fasse un peu plus jouer ou Non, alors moi, tu vois là, quand même on a eu très peur sur le moment pendant le match et pendant le début de journée, on va dire, qui a suivi le match. On voit là quand même avec les reports qui émergent, le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture, les stories AD tout à l'heure de Harrell que j'ai posté sur le compte. Tu sens quand même que c'est pas la fin du monde, que ça a pas l'air d'avoir miné le moral de l'équipe. LeBron avait quand même l'air de dire que LeBron avait quand même l'air assez touché en vrai. J'ai vu son interview post-match et pour lui c'était la santé d'AD avant tout le reste. Et je pense que là il était là en mode c'est à mon pote qu'on touche plus qu'à vraiment mon coéquipier. Donc LeBron avait l'air assez affecté, mais LeBron est un compétiteur et AD aussi. Et je pense que finalement, ça va être. Moi, je le vois, je suis assez optimiste dans la vie de manière générale et je le suis là pour cette blessure, ce cas de figure. Je pense que ça va être un setback mineur, moi. Je pense qu'on va effectivement, on va galérer pendant la série de matchs pré-All-Star Weekend s'il est là sans Anthony Davis. Mais que Anthony Davis va retrouver les parquets assez rapidement. Moi, je le vois pas rester out jusqu'à la fin de la saison et mis au frigo et ressorti en playoff. Franchement, moi, je le vois rejouer après le All-Star Weekend. D'ici là, je pense que ça nous fait une transition toute trouvée. On a un calendrier de 9 matchs.
qui s'annonce. On peut passer en transition. J'allais juste souligner que tu étais quand même en train de contredire Stephen A. Smith, et donc c'est quand même voilà. C'est quand même bon signe, Arnaud. C'est ça. C'est quand même bon signe. Je te propose quand même, avant de passer au pronostic et d'évoquer le calendrier, on passe sur les tops et les flops de cette petite série, sur ces 11 matchs. Qui mettrais-tu en top? Je pense qu'on a le même, LeBron James. Ouais. Je vais en prendre un deuxième. Bon, LeBron James, est-ce qu'on a besoin de développer? Non, franchement, non, ça se passe de commentaires. Non, ils poussent c'est quoi, les journalistes ont des agendas, ils veulent mettre LeBron MVP, mettre Embiid et Jokic. Grave. Bref. Ouais. Mais quand même, le niveau à 36 ans, c'est n'importe quoi. C'est insolent. 40% à 3 points. On se rappelle qu'on espérait quand même, on espérait le voir, déjà au niveau du temps de jeu, on espérait le voir un peu moins utilisé, mais aussi se faire être déchargé en fait. Voilà, on l'espérait en load management, mais pas du tout. C'est pas son délire. Et être déchargé un peu au profit d'AD qui s'annonçait comme le franchise player du futur, mais pour le moment, il n'a pas encore envie de lâcher les rênes, quoi. Okay, non, ceci dit, on n'est pas en train de le cramer. Hein. Il tourne à 34,6 minutes par match. Il est en rythme de croisière. Lui-même, tu vois qu'il se crame pas trop. 50% au tir, 38% à 3 points. C'est carré, quoi. Tu vois, c'est cool. Ouais, disons que c'est beaucoup plus élevé qu'en début de saison, mais c'est logique en début de saison, on les a économisés aux deux. Moi, mon top, je vais partir sur Kyle Kuzma qu'on a évoqué tout à l'heure. Qui produit toujours des chiffres intéressants. Toujours en difficulté à 3 points sur le dernier passage, mais ça c'est le cas de beaucoup de joueurs dans l'équipe. Par contre, défensivement toujours présent, et ce qu'il a développé, tu le disais avec cette comparaison de Dennis Rodman, c'est que quand même il tourne à 2,7 rebonds offensifs sur cette série, donc soit plus que Iggy, et voilà, on le voit un peu touché à tout, il a trouvé son rôle, un peu de 6e homme couteau suisse. Parfait. Moi, j'ai rien à dire. Il est à 1,8 rebond offensif sur toute la saison. C'est quand même plutôt coquet. Hein. Franchement, pour un ailier de sa taille, c'est plutôt pas mal. C'est ça, 12-7. Voilà. Flop. Alors, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plein. Allez, moi, je prends le musulman. Comme ça, vu que je suis musulman, il y aura pas de on créera pas l'islamophobie dans les commentaires. Moi, c'est le très musulman Dennis Schroeder que je choisis en flop sur cette série. On a évoqué Marc Gasol, on a évoqué Markieff Morris, donc je vais en prendre un autre. Je parlais de KCP qui est dans le creux de la vague. On l'a dit, on l'avait pointé du doigt, Caruso et KCP qui avaient démarré la saison, ils tournaient tous les deux à plus de 50% à 3 points, on savait que ça allait descendre. Bon là c'est 24% à 3 points, on fait le dos rond et on espère que ça va se réveiller à un moment donné. Parce que... après, il en a pas pris beaucoup sur cette série-là, faut aussi le préciser. Ouais, par contre il refuse un touch shoot par contre. Voilà, il en a pas pris beaucoup et sur la saison il est à 43,7% toujours. Donc ce qui reste extraordinaire. Donc c'est vraiment... on va dire, on le met en flop parce qu'il a refusé certains tirs et il a raté ce qu'il a pris sur cette série. Mais on parle pas d'un volume massif, on parle d'un tout petit volume. Franchement, c'est un tout petit échantillon sur cette série. Ouais, on n'est pas encore en train de relancer un mouvement de... Non, de hate contre KCP qu'on aime toujours autant et que moi, à titre personnel, je kiffe toujours autant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur le compte, je ne déchire pas KCP parce que je pense qu'on lui doit de prendre notre temps maintenant avant de le casser en deux, quoi. Pour les tops, je mets quand même une mention honorable à Montrezl Harrell, qui montre toujours de l'énergie. Alors c'est parfois irrégulier, notamment défensivement, mais défensivement, c'est toujours pas ça. Mais bon. Rien que quand tu mets de l'énergie, moi qui étais fan de Jordan Hill, ça suffit à mon bonheur. On passe au pronostic. Ouais. Allez. Premier match, c'est sans doute le plus facile de la série, donc si on perd, ça s'annonce compliqué. Déplacement à Minnesota. Ah non, il y a une réception de Wizards aussi qui devrait pas être très compliqué. Alors Minnesota. Match facile sur le papier, oui. Mais premier match de la défense intérieure des Lakers face à quand même un bon client qui revient pas trop mal, qui est Karl Anthony Towns. Qui est un joueur correct. Qui est quand même... Voilà, c'est ça, un intérieur correct. Est-ce que tu veux une victoire? Ouais, victoire quand même. Ce serait quand même dommage qu'on se fasse déchirer par les Wolves. Parce que là, franchement, si on se fait déchirer par les Wolves, c'est un 0-9 pointé et on finit et on se bat pour le play-in, quoi, avant le retour d'Agui. Donc victoire à Minnesota quand même. Je suis mort. Il y a 5 minutes, tu disais non, faut pas paniquer. L'autre. On va jouer le play-in. Non, je rigole. Victoire à Minnesota quand même. Victoire aussi. Attention, on commence les choses sérieuses. Réception de Brooklyn.
Défaite. J'adore LeBron, mais là, franchement, le rouleau compresseur offensif des Nets quand ils s'y mettent, ça va être trop fort pour nous. On va se faire arracher le cul. C'est pas possible. Je me faisais la réflexion tout à l'heure sur les équipes qu'on joue, que ce soit Brooklyn, Miami, Washington, on va avoir Utah, on va avoir Portland. Il n'y a que des joueurs mais qui ont un passif avec nous, ils vont vouloir nous déchirer. On va trouver Brooklyn, face à Brooklyn, on va retrouver KD qui va jouer toujours au top niveau, mais on a aussi Harden qui va vouloir reprendre sa revanche. Harden qui est assez impressionnant depuis qu'il est au Nets. Absolument. Et ça va être une défaite. Les Nets, ils sont solides face aux équipes qui sont à plus de 50%, n'en déplaise à certaines franchises de Géorgie. Défaite face aux Nets. Défaite face aux Nets, ouais, clairement. Ensuite, on enchaîne samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, avec la réception de Miami. Miami, mine de rien, assez irrégulier, faut le dire. Mais qui ont des arguments pour nous casser le cul sans Anthony Davis à l'intérieur. Faut aussi le préciser. Moi, j'ai quand même envie de dire win sur celui-ci, franchement. Je sais pas ce que t'en penses, toi. J'allais dire win aussi, et juste avec la peur que Duncan Robinson Ouais, parce que alors, lui, c'est toujours pareil contre nous. C'est comme Gary Trent Jr. qu'on va affronter un peu après. Il y a toujours un joueur qui joue sa vie face à nous. C'est face aux Lakers, c'est incroyable. En parlant de joueurs qui jouent face à nous, on va parler d'un joueur qui jouait avec nous la saison dernière en playoff. Avec Russell Westbrook et Washington qui viennent à Los Angeles. Star émérite de Los Angeles Lakers sur Rockets. Merci pour le titre. Merci pour le titre. Victoire quand même, réception des Wizards. Si on reçoit les Wizards et qu'on n'arrive pas à les taper, ce serait quand même assez grave, je pense. Victoire aussi. Déplacement à Utah. Celui-là, on va le perdre. Défaite. Pour moi, défaite. On va le perdre. Ça me semble logique. Et après, réception de Portland. Les deux matchs d'après, ils sont durs à pronostiquer. C'est ça. Réception Portland, réception Golden State. Autant Utah et Brooklyn, ça me semble assez logique d'annoncer une défaite. Oui. Autant, tu vois, la réception de Portland et Golden State, on sait que Portland est assez irrégulier derrière Lillard, qui a toujours des blessés. Moi, je vais dire victoire. Victoire de Raccro face à... Ouais, ils ont toujours pas Nurkic, je crois, non? Ou ils l'ont retrouvé? Fais gaffe, je sais qu'ils ont toujours Fernie Simons à la place de CJ McCollum, mais... Ouais, effectivement. Non, mais j'ai envie de dire victoire aussi face à Portland, et puis en espérant un Caruso qui fasse des stops contre Lillard comme il le fait de temps en temps. Donc moi je vais dire victoire face à Portland et je vais dire défaite face à Golden State personnellement. Eh bien, je vais changer. Je vais mettre victoire face à Golden State. Ok. Et défaite face à Portland ou victoire face à Portland? Victoire face à Portland. Okay. Moi, je mets 2 wins face au gros. Ok. Après, réception de Phoenix. Ça, c'est dur aussi. Là, il y a tout qui peut t'arriver dans ce match. Franchement, les Suns, ils ont rien à perdre, ces enfoirés. Ils sont trop forts, ces bâtards, quand ils s'y mettent. Allez, moi, je vais mettre défaite. Comme ça. Non, je vais mettre victoire. Je vais mettre victoire. Et aussi victoire contre Sacramento. Moi, je nous prédis 3 loses sur ces 9 prochains matchs. Venez attraper mon col dans 2 semaines. Eh bien, moi, je nous vois gagner face à Phoenix, mais je nous vois perdre un back-to-back à Sacramento. Oui, c'est vrai que c'est un back-to-back. On va se faire vanner, mais on va bien perdre ce match. Ok, moi, je maintiens ma win face à Sacramento. Très bien. Ok, parfait. Bon, après, remarque Sacramento qui enchaîne 3 défaites depuis que Trash Talk a fait une vidéo. C'est ça, Ouais, exactement. Et puis, après, à l'heure des charges, ils jouaient très très bien. Avant le Trash Talkers, ils jouaient très très bien. C'est ça. Si nos amis Trash Talk pouvaient rester loin de nous, ça serait bien. Ouais, de ouf. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nat, sur ce podcast un peu court, un peu spécial qu'on a fait? Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, franchement, c'est cool. Moi, je trouve que c'était pas intéressant. On a essayé de couvrir de notre mieux la blessure d'AD. Comme on le répète, en vérité, il n'y a pas vraiment de solution. C'est vrai qu'on aurait aimé arriver et vous dire sans AD, on va faire ça. Non. Là, vu l'état actuel du roster, on risque de se faire latter le cul à l'intérieur et malheureusement, il faudra juste serrer les dents, accepter, prendre la pilule et avancer, quoi. Donc, on n'est pas à l'abri de 9 contre-performances d'affilée de nos adversaires, ça c'est clair et net, mais je pense que si nos adversaires sont coachés d'une bonne manière, ils vont facilement réussir à détruire cette défense intérieure et on va souffrir. À voir. Moi, le mot de la fin, c'est que la santé d'Anthony Davis est la plus importante.
et qu'en réalité, finalement, notre classement dans cette conférence Ouest, tant qu'on joue les playoffs, on s'en bat un peu les couilles, honnêtement. Le plus important, ça va être d'avoir LeBron et AD pour les séries, pour attaquer les playoffs à deux en bonne santé. Et finalement, peu importe l'équipe qu'on nous mettra en face, tu as l'arsenal pour les battre, ces équipes en playoffs, à la condition que tes deux stars soient en bonne santé. Et donc, dans ces conditions, laissons AD se reposer le plus possible. Voilà. Ouais. Pour rebondir sur ça, on en a parlé en début, mais je résume grosso modo. Moi, j'espère vraiment un step-up en attaque. On l'a vu sur ces 11 matchs. On avait une adresse catastrophique. Espérons qu'on retrouve un peu des couleurs de ce côté-là. Ça pourra peut-être compenser une défense qui sera moins bonne, qui sera logiquement moins bonne sans AD. Moi, pour un mot de la fin, j'aimerais remercier les gens qui continuent d'interagir avec nous, que ce soit toi quand tu fais des lives sur Twitch, dans les commentaires ici, ou même en message privé sur le compte. Voilà, merci à vous de continuer à suivre. C'est toujours sympa d'échanger avec vous en pleine nuit, d'insulter des joueurs tous en cœur. Oui, parce que là, tout le monde pense que c'est moi qui insulte tout le monde, mais en réalité, c'est Clément qui insulte tout le monde depuis un mois. Parce que des fois, il y en a sur Twitch qui viennent se plaindre et tout dans le chat. C'est ça. T'as dit ça. Mais c'est pas moi, en fait, les gars. C'est pas moi du tout. Et big up t'en as parlé, big up à Jordan Clarkson et Julius Randle. Voilà. Putain, grave, ça fait plaisir quand même. Hein. Big up à eux. Allez, bonne soirée, messieurs. On se retrouve pour un prochain numéro, peut-être après l'hypothétique All-Star Game. Espérons que tout aille bien pour le bateau Lakers France d'ici là. Allez, à plus. Bonne soirée. Bonne soirée.